Là, on part pour un vrai rêve de gosse. L'Égypte. Pharaons, pyramides, momies, hiéroglyphes, tout ce qu'on voyait dans les livres, on va le vivre en vrai. Direction Luxor, Karnak, la vallée des rois, le Nil. Prépare-toi, ça va être fou. Et petit moment important, on est plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que cette aventure continue. Maintenant, installe-toi bien. Égypte épisode 1, c'est parti. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode bien stylé. Là, on est à Hurghada, dans une villa de fou. Je vais essayer de vous la montrer un peu. Donc on est à Hurghada, je suis avec mes potes et d'ailleurs mademoiselle Cécile qui revient encore et toujours dans les vidéos. Donc on est à Hurghada pour une semaine, on a un super trip là qu'on vient de préparer avec notre super guide Mohamed là. On est arrivé dans l'après-midi en Égypte, donc ça va être journée repos, piscine derrière, tranquillou. Je vais avant ça quand même vous montrer cette merveilleuse villa. Qu'est-ce que tu penses de cette villa Foxy là quand même? Très bon choix, Très bon choix. Très bon choix, c'est vrai. Qui a choisi, je ne sais pas d'ailleurs. Mais... Si on a choisi Hurghada pour commencer notre voyage en Égypte, c'est pas un hasard. Déjà, ici, t'as des côtes incroyables sur la mer Rouge, avec une eau turquoise et des récifs coralliens parmi les plus beaux du pays. Et en septembre, il fait très chaud, mais franchement, c'est supportable. Autour de 30 à 35 degrés, parfait pour profiter du soleil sans fondre complètement. Autre point hyper important, Hurghada, c'est l'un des endroits les plus safe d'Égypte pour les touristes. Ce qui n'est pas forcément le cas partout dans le pays. Et surtout, c'est vraiment pas cher du tout. On a payé 350 € l'aller-retour depuis Paris avec Transavia, et cette villa complètement folle que vous voyez là, elle nous a coûté 150 € pour la semaine pour 9 personnes. Ouais, ce que je vous montre là pour seulement 150 € chacun. En plus de ça, on avait Mohamed, un peu le majordome de la maison qui nous a organisé toute la semaine dès notre arrivée. Excursions, visites, transport, le programme que vous allez voir dans ces épisodes, c'est lui. Toujours adorable, pas cher du tout, et clairement, il nous a évité pas mal d'arnaques, parce qu'en Égypte, il y en a quelques-unes. Quelle villa de fou malade qu'on a là. Franchement, on avait tout l'équipement dont on pouvait rêver, et même un air hockey. En plus, et heureusement d'ailleurs, la maison était entièrement climatisée et c'était nécessaire avec la chaleur de la saison, et je m'avance pas trop si je dis que tout le groupe était vraiment bien content de cette villa trouvée sur Airbnb. Et on va aller faire un tour dehors maintenant. Hurghada est aussi super bien placé. Depuis ici, on peut aller jusqu'à Luxor et la vallée des rois en voiture, et on est juste à côté de spots de plongée et de snorkeling incroyables. Bref, pour le prix, le confort et ce qu'on peut voir autour, c'est clairement le super plan. Du coup là, on est à peu près à une dizaine de minutes de voiture d'Hurghada, à 15 minutes de la plage. Donc, on est plutôt idéalement situé. On a le petit billard, l'entrée de la maison est là. Et maintenant, on va aller faire un tour dans la partie la plus stylée de la maison. Le jardin avec la belle piscine. La petite table de ping-pong. On a un merveilleux coin salon arabe dans lequel on va pouvoir se poser tranquillou. C'est vrai qu'avec une villa pareille, ça donne vraiment envie de rester dedans. Mais bon, vous allez voir, on a des super activités prévues pour visiter un maximum de trucs de l'Égypte pendant cette semaine. Donc vous n'allez pas être déçus. Après notre installation et une bonne première baignade, on prend la voiture pour aller au bazar. D'ailleurs, la conduite en Égypte, c'est aussi une dinguerie, faut pas avoir peur. Bref, ce soir c'est chill, demain aussi, mais après-demain, les premières visites culturelles vont commencer. En quittant Hurghada pour rejoindre Luxor, on traverse ces immenses montagnes désertiques au lever du soleil. Le trajet entre Hurghada et Luxor dure environ 4 heures au milieu de ce décor totalement irréel. En Égypte, on ne loue pas de voiture pour conduire tout seul, c'est dangereux. La nuit, certaines routes sont interdites, il y a des couvre-feux et de nombreux checkpoints militaires bloquent les accès. Seuls les convois de bus et de taxis autorisés peuvent passer à des horaires bien précis. Là, il est 6 h du mat.
On est un peu au milieu du désert pour aller à Luxor, entre Hurghada et Luxor, pour aller visiter les temples, etc. Hier, on a fait une journée de chill à la maison, donc pas beaucoup d'images à vous montrer. Il fallait qu'on se repose, qu'on profite aussi de l'incroyable villa. Il nous reste encore une petite heure de route et puis on va aller visiter la vallée des rois, le temple, et puis normalement aussi faire une petite balade sur le Nil. Ça va être hyper stylé. Et on arrive enfin à Luxor, cette ville assez tranquille qui s'étend de part et d'autre du Nil, avec ses quartiers modernes, ses marchés animés et un rythme de vie bien plus posé qu'au Caire. Elle vit surtout du tourisme et de l'agriculture, et on ressent tout de suite cette atmosphère unique entre désert et rivière. Bref, allez c'est parti, on commence notre première visite. Et voilà les amis, nous voilà arrivés à Luxor, on va faire notre première visite, qui est le temple de la reine Hatshepsut. Derrière moi, tout au bout. Voilà, on va aller visiter ça, ça a l'air vraiment très stylé. Devant nous, l'un des monuments les plus impressionnants d'Égypte, le temple d'Hatshepsut. Il a été construit au XVe siècle avant notre ère pendant le Nouvel Empire pour la pharaone Hatshepsut, l'une des rares femmes à avoir régné comme un véritable pharaon. Ce temple n'est pas bâti au hasard, il est littéralement adossé à la falaise de Deir el-Bahari, on dirait qu'il sort de la montagne. Ses terrasses, ses longues colonnades et ses rampes monumentales étaient pensées pour impressionner les visiteurs et glorifier la reine. Il servait à la fois de lieu de culte pour Amon et de temple funéraire où l'on célébrait la mémoire d'Hatshepsut bien après sa mort. Et tout ça construit principalement en calcaire, travaillé avec une précision folle pour s'intégrer parfaitement au paysage désertique. Quand on se balade ici, on se rend compte à quel point l'architecture de l'époque était déjà impressionnante et clairement faite pour marquer les esprits à travers les siècles. Et comment se balader en Égypte sans admirer ces mystérieux hiéroglyphes? Ici, ils sont incroyablement bien conservés, mais on en reparle un peu plus tard dans l'épisode. Au deuxième étage, on découvre l'héritage fascinant d'Hatshepsut. Après sa mort, son beau-fils, Thoutmôsis III, aurait fait effacer de nombreuses représentations de son visage pour réécrire l'histoire et affirmer sa légitimité au trône. Marcher ici, c'est un peu remonter au cœur d'un vrai feuilleton politique, mais version antique. On est dans le temple d'Hatshepsut là, c'est vraiment cool, c'est fou à quel point tout est bien conservé, on voit encore un paquet de couleurs des hiéroglyphes et des différents dessins. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, c'est un truc de fou à voir en vrai. Au dernier niveau, on comprend vraiment l'ambition d'Hatshepsut. Ce temple funéraire, parfaitement aligné avec le soleil et creusé directement dans la falaise, servait à glorifier son règne. On y retrouve des chapelles dédiées à Amon, Hathor et Anubis, et même des scènes racontant son expédition au pays de Punt, symbole de prospérité. Longtemps oublié, le temple a été restauré pour le plus grand plaisir des touristes, et aussi un peu pour mes rêves de gosse. Prochaine étape, un spot plus que légendaire, la vallée des rois. La nécropole secrète des pharaons creusée dans la montagne pour protéger leurs tombes et leurs trésors. Bon, là, on a fait une quinzaine de minutes de voiture depuis le temple d'Hatshepsut. Et on est, les amis, dans la vallée des rois. Magnifique, où ils ont enterré les pharaons du nouvel empire égyptien. C'est vraiment splendide. On est au fond d'un grand canyon et ils creusent en fait tous les tombeaux ici. C'est vraiment stylé. On va en visiter 2-3 qui sont bien conservés. Vous allez kiffer ces hiéroglyphes et ces peintures. Je vous le dis. À première vue, ce ne sont que des collines brûlées par le soleil, mais sous nos pieds s'étend l'une des nécropoles les plus fascinantes au monde, la vallée des rois. Ici, plus de 60 tombeaux ont été creusés directement dans la montagne, et ce qui est fou, c'est que chaque tombe commençait à être construite dès l'ascension au trône du pharaon. Plus il vivait longtemps, plus sa tombe devenait immense et spectaculaire. À l'intérieur, tout est symbolique. Les couloirs représentent le voyage vers l'au-delà, les scènes peintes racontent les épreuves que l'âme doit traverser et chaque hiéroglyphe est une prière pour aider le roi à renaître. Pendant des siècles, la vallée est restée cachée, ou pillée discrètement. Puis au début du XXe siècle, les fouilles modernes ont tout bouleversé. Jusqu'à la découverte mythique du tombeau intact de Toutankhamon. C'est d'ailleurs là qu'est née la fameuse malédiction des pharaons, une histoire surtout entretenue par les journaux mais qui continue d'ajouter une aura mystérieuse au lieu.
Et même aujourd'hui, les archéologues pensent qu'il reste encore des secrets sous le sable, chambres cachées, passages scellés. La vallée des rois n'a probablement pas livré toute son histoire. Dans ces tombeaux, on découvre les immenses sarcophages où reposaient les pharaons. Avant d'arriver ici, leur corps subissait un rituel très long. On retirait les organes pour éviter la décomposition, on les plaçait dans des vases sacrés, puis le corps était séché pendant plus d'1 mois avec du natron. Ensuite, les prêtres enveloppaient soigneusement le défunt de dizaines de bandes de lin, en glissant entre chaque couche des amulettes protectrices. La momie pouvait enfin être déposée dans plusieurs cercueils successifs avant d'être scellée à jamais dans ces sarcophages colossaux. Et ces hiéroglyphes ne sont pas là pour décorer, ils servent de mode d'emploi pour l'au-delà. On voit le pharaon guidé par Anubis, puis son cœur pesé face à la plume de Maat. S'il a vécu avec justice, il peut continuer sa route, sinon son âme est détruite pour toujours. Les textes gravés sont tirés du livre des morts, censés l'aider à franchir chaque épreuve. Et pour qu'il vive pleinement dans l'autre monde, on remplissait son sarcophage et sa tombe d'objets de sa vie courante, comme ses bijoux, ses armes, de la nourriture, des statuettes servantes et parfois même ses animaux qui avaient eux aussi le droit à leur momification. Bref, on lui apportait tout ce dont il avait besoin pour renaître et régner pour l'éternité. Ici, le tombeau de Ramsès IV, c'est vraiment le clou du spectacle. On parle d'un pharaon de la 20e dynastie qui a vécu au 12e siècle avant notre ère et qui rêvait encore de grands projets malgré une Égypte déjà fragilisée. Son tombeau, lui, est un chef-d'œuvre. Plafond couvert de constellations, scène du livre des morts, couleurs incroyablement préservées, tout paraît encore vivant. C'est ici qu'on réalise à quel point le lieu n'était pas qu'un simple tombeau, mais un passage sacré vers l'éternité. Pour nous, c'est sûrement le plus beau qu'on ait vu, presque magique. Et après la vallée des rois, on découvre les colosses de même nom. Ces deux statues gigantesques de près de 18 mètres de haut et de plus de 700 tonnes chacune représentaient le pharaon Amenhotep III et gardaient autrefois l'entrée de son immense temple funéraire, aujourd'hui presque disparu. Un tremblement de terre les a fissurés dans l'Antiquité et pendant des siècles, au lever du soleil, la légende racontait qu'une des statues chantait en émettant un son mystérieux qui fascinait les Grecs et les Romains. Elles sont aujourd'hui restaurées et continuent de s'imposer sur les rives du Nil. Bon, maintenant qu'on a fini la visite des premiers tombeaux, etc., là, on est sur un ponton sur le Nil, petite croisière qui se dessine à l'horizon. Allez, on se retrouve sur le bateau. On embarque maintenant pour une croisière sur le Nil. Dans ces petites embarcations colorées typiques, instantanément, l'ambiance change, tout devient plus calme, plus paisible. Le Nil, c'est la véritable colonne vertébrale de l'Égypte, long d'environ 6650 km, il traverse ou alimente 11 pays avant de se jeter dans la Méditerranée. Pendant des millénaires, ces crues apportaient cette boue noire fertile qui nourrissait les champs. Sans lui, rien ne pourrait pousser ici. Aujourd'hui encore, plus de 95% des Égyptiens vivent le long du fleuve. Des villages, des champs, des pêcheurs, tout s'organise autour de lui. Sans le Nil, il n'y aurait tout simplement jamais eu de civilisation égyptienne. Et on croise au loin le célèbre Winter Palace, l'hôtel qui aurait inspiré Agatha Christie pour l'écriture de Mort sur le Nil dans les années 30. Ça fait toujours plaisir de croiser des lieux emblématiques comme celui-là en voyage. Le guide nous fait ensuite faire un petit tour sur l'île aux bananes.
Notre première arnaque du voyage, ça valait vraiment pas le coup, sauf pour les mangues, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Bref, après cette petite escale, le bateau nous dépose de l'autre côté de la rive pour aller découvrir un emblème de l'Égypte antique, le temple de Karnak. On s'arrête rapidement devant le joli temple de Luxor avant de rejoindre Karnak, le deuxième plus grand temple religieux au monde après Angkor Wat que vous pouvez retrouver dans ma vidéo sur le Cambodge. Le temple de Karnak, c'est l'un des sites les plus impressionnants de toute l'Égypte ancienne. Sa construction s'étale sur plus de 2000 ans depuis le Moyen Empire jusqu'à la fin du Nouvel Empire. Presque tous les grands pharaons y ont laissé leur empreinte, chacun ajoutait un mur, une cour, un sanctuaire, comme un immense chantier jamais terminé. Mais Karnak, ce n'était pas qu'un simple temple, c'était le centre religieux le plus important d'Égypte. On parle d'un complexe gigantesque couvrant plus de 2 km² consacré principalement au dieu Amouré, le maître de Thèbes, mais aussi à Mout ou Khonsou formant la triade thébaine. Ici, les prêtres avaient un pouvoir énorme. On y organisait des rituels, des processions sacrées et les grandes fêtes comme la fête d'Opet, quand la barque d'Amon quittait Karnak pour rejoindre le temple de Luxor. Pour les Égyptiens, c'était un lieu où le monde des dieux rejoignait celui des hommes, un espace à la fois sacré, politique et spirituel. Et plus on avance, plus on comprend pourquoi Karnak fascinait autant. C'est extraordinaire. Et maintenant, on entre dans la plus belle salle, l'un des lieux les plus impressionnants que j'ai pu voir dans ma vie, la salle hypostyle de Karnak. Devant nous, plus de 130 colonnes géantes, hautes jusqu'à 21 mètres, qui formaient autrefois une forêt de pierres sacrées. À l'époque, la salle était entièrement couverte d'un toit et surtout entièrement peinte. Du rouge, du bleu, du vert, des dorures. Il fallait s'imaginer des pharaons avançant ici dans la pénombre, éclairés par la lumière filtrant entre les colonnes au cœur du domaine d'Amon. Les reliefs racontent les victoires militaires, des offrandes, des cérémonies. C'était un endroit de pouvoir réservé aux processions et aux rituels majeurs. Aujourd'hui, même sans ses couleurs d'origine, cette salle reste absolument monumentale et ça donne un petit aperçu de ce qu'était la grandeur de l'Égypte antique. Ici, on retrouve les obélisques qui marquent la puissance des pharaons et rendent hommage au dieu soleil. Taillés d'un seul bloc de granit à Assouan, ils étaient ensuite dressés devant les temples. À Karnak, plusieurs furent érigés par des souverains comme Hatshepsut ou Thoutmôsis Ier. Véritables rayons de pierre, ils symbolisaient la lumière divine qui descendait vers la terre. Et si vous vous demandez si l'obélisque de la place de la Concorde vient d'ici, en réalité non. Il provient du temple de Luxor qu'on a aperçu de loin, et il fut offert à la France au XIXe siècle par le vice-roi d'Égypte Mehemet Ali, transporté par bateau et installé à Paris en 1836, un incroyable voyage pour un monument de plus de 3000 ans. Et maintenant, on jette un dernier regard sur le bassin de Karnak et place au rituel. 3 tours autour du scarabée pour la chance, franchement avec tout ce qu'on a prévu, on préfère assurer. Parce qu'au prochain épisode, on nage sous l'eau parmi les poissons et les coraux d'Hurghada, et on rampe dans les couloirs de la pyramide de Khéops, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite, et laissez un like si la vidéo vous a plu. À très bientôt pour la suite des aventures.